Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Knockout FR, les podcasts de Knockout FR. Et cette fois-ci, c'est un épisode qui va rentrer dans l'histoire, mes amis, puisque nous avons un invité de marque ça nous fait extrêmement plaisir qu'il soit là. Il s'agit bien évidemment de professeur Xavier Foupa Pocam. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, enchanté. Enchanté, bien Et le on est bonjour. aussi en compagnie de notre heavyweight préféré, Moussa, qui nous quittera jamais. Alors Jamais. oui, Xavier Foupa-Pocam, nous avons réussi à l'avoir. Professeur X, 30-20, combattant des Français de MMA. Snake Team aussi, on rappelle, avec Cyril Diabaté. Eh oui, Middleweight, qui est notamment passé par l'UFC, qui a commencé avec le karaté, si je dis pas de bêtises. c'est pas de Commencé bêtises. karaté, ensuite vers le Muay Thai. Et c'est là qu'il a notamment fait la rencontre de Cyril Diabaté. Oui, Mais nous, c'est ça. on est là aussi pour promouvoir, donc du coup, avec notre partenariat avec l'équipe, l'émission UFC Classique, dont il fera partie. Mhm. Et ça nous fait extrêmement plaisir. J'en perds mes mots, extrêmement plaisir. Premier invité de marque, un peu de Français sont passés par l'UFC et nous avons réussi à en avoir un. Donc sans plus tarder, je pense que, enfin, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Non, absolument pas. Oui, pas, enfin, non, merci beaucoup pour la présentation assez complète. Et effectivement, j'ai commencé par le karaté. Je me suis ensuite tourné vers la boxe thaï. Et là, j'ai rencontré donc Cyril Diabaté, mon ami et entraîneur, qui nous a fait essayer le MMA, qui nous a fait goûter au MMA. Et rapidement, la mayonnaise a prise avec toute l'équipe. Et notre Snake Team est passé d'une école de boxe thaï à une école de MMA à l'horizon des années 2000. Il y a très très longtemps, donc aujourd'hui ça Ouais, semble être une éternité. C'était oui à l'époque où le MMA n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, il était encore appelé Free Fight à l'époque d'ailleurs. Donc voilà, et puis j'ai fait mon petit parcours, j'ai fait plein de choses, j'ai combattu effectivement aux quatre coins du monde, dans plein d'organisations prestigieuses, j'ai même fait du kung-fu, du sanda sur les Non, dernières heures de ma carrière et à oui. haut niveau. Pardon? Ah, j'ai dit que c'était impressionnant. Ah, écoute, merci. Bah oui, parce qu'en fait, comme on avait commencé à en parler en off, moi, du temps de ma carrière d'athlète, je m'étais déjà donné pour mission, j'avais deux objectifs, hein, deux grandes missions, deux grandes quêtes. La première, lutter contre le dopage, ça tout le monde le sait. J'ai toujours été un fervent militant anti-dopage. Et la deuxième, c'était promouvoir mon sport, promouvoir nos sports, les sports de combat, les arts martiaux mixtes, le MMA et les arts martiaux en général dans notre pays, parce que je considérais que c'était vraiment dommage qu'on soit considérés, nous les combattants, comme des athlètes à part entière et partout sur la planète, sauf dans notre propre pays. Donc voilà, j'ai toujours fait et aujourd'hui encore que j'ai arrêté de combattre, je fais toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre en valeur nos sports, le MMA et les combattants français de MMA. Voilà. Donc c'est aussi dans cette optique-là comme tu l'as évoqué, aujourd'hui, j'officie pour la chaîne L'équipe dans un programme qui s'appelle UFC Classique, dans lequel, avec mon compère Jean-Charles Barès, nous revenons sur le moment fort de l'UFC au long de ces 10 dernières années. Voilà. UFC classique, dont on le rappelle, l'équipe Canal 21 de la TNT, chaque samedi soir à 20h45. La semaine dernière, nous avions un épisode sur Ronda Rousey, Oui. juste avant le bel event que nous a donné 3 combats pour le titre. Mhm. Et bah oui, du coup, comme vous l'avez rappelé, vous luttez contre le dopage et toutes ces choses dans le sport, notamment la reconnaissance que peut avoir le sport, d'ailleurs, ça me donne une superbe transition, qui a été légalisée il n'y a pas si longtemps que ça par notre Mais ministre des oui, il est Sports. temps. Il était oui, vraiment oui. temps. Et du coup, on va vous en profiter pour vous poser la question de ce que vous pensez de l'arrivée en France en MMA, quoi. Bah alors, à ton avis, qu'est-ce que j'en pense? C'est Ah, forcément, ouais, ça doit être une super chose, de c'est toute façon. forcément une excellente nouvelle, une fantastique nouvelle.
Alors après, après, la joie est aussi un peu nuancée parce que j'ai envie je peux pas m'empêcher de me dire que les choses ont pris énormément de temps, qu'il était temps, que maintenant on a un retard à rattraper. En tout cas, oui, je suis heureux qu'enfin notre pays comprenne que le MMA est un vrai sport, que ce que j'ai répété depuis plus d'une dizaine d'années, à savoir qu'un combattant au sol n'est pas un combattant hors combat, loin de là. Euh, et que c'est pas parce qu'on combat dans une cage, c'est parce que un adversaire au sol peut recevoir des coups et en donner il faut considérer les clichés, les préjugés comme argent comptant. Non, non, il faut se pencher, regarder et puis on va découvrir qu'il y a aussi de belles choses, qu'il y a aussi plein d'autres choses que la violence dans les sports de combat, mais il y a aussi tout un travail de construction déjà stratégique, technique, qui a du plaisir à y trouver, autre que le simple fait de regarder et d'attendre un chaos. Et, euh, et puis qu'on peut y apprendre plein de choses, y découvrir plein de choses. Donc voilà, c'est ce que je m'évertue à faire tous les jours avec Jean-Charles. Retard Mais qui d'ailleurs qui s'aggrave en plus avec la situation sanitaire. On peut pas. Les événements mettent plus de temps à arriver, à mettre en place. C'est compliqué avec les Oui, restrictions. après, c'est un contexte qui pénalise plein de choses, pas Oui, uniquement c'est sûr, le c'est sûr. combat et le sport en général. Donc là-dessus, enfin, en tant que combattant, on n'est pas des pleurnichards, on va pas s'asseoir sur notre situation et nous mettre à nous plaindre. On a toujours, je parle des combattants de MMA de manière générale, hein, on a toujours, on a la bagarre dans le sang, la combativité dans le sang, donc même devant la difficulté, c'est pas ça qui va nous arrêter. Bah, on l'a bien vu, hein, l'UFC, les organisateurs de l'UFC, si pendant un temps ils ont dû comme tout le monde faire face aux restrictions sanitaires et arrêter leur activité. Ils ont cherché des solutions, ils en ont trouvé. Et malgré le fait qu'on ne puisse pas accueillir de public, par contre, par exemple, on a vu plein d'événements à huis clos qui ont vu le jour. Ils ont trouvé le moyen, malgré tout, de faire des UFC. Donc, Oui, non, ça a été le des contexte problèmes. actuel est une difficulté, mais les gens trouvent le moyen de garder la tête hors de l'eau. Voilà. Exactement. et d'ailleurs, par rapport à ça, au retard qu'on a pu prendre dans le fait que ce soit légalisé chez nous, vous ne Mhm. pensez pas que ça va faire un peu plus de retard pour nos combattants? Parce que quand on voit ce qu'il y a, par exemple, les Brésiliens, les Américains ou même les Russes qui sont Ouais. arrivés il y a quelques années, ils ont tous eu un certain background, que ce soit les Ouais. Brésiliens et leur jiu-jitsu, les Américains et leur lutte, les Ouais. Russes, le sambo et la lutte, et nous, on arrive, on sait qu'on est vraiment pas mal dans tout ce qui est boxe thaï et muay thai, Ouais. mais j'ai l'impression que la transition MMA, elle est beaucoup plus difficile. Alors non, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'effectivement, ça va forcément, ça pénalise forcément les athlètes français par rapport à leurs homologues. Le fait que dans notre pays ait trop peu longtemps considéré notre sport comme un sport, mais ça nous a toujours pénalisé, ça j'ai envie de te dire, toujours. Ouais, Moi, quand j'ai commencé la compétition pro en MMA, je combattais donc pour la Snake Team et pour la French Connection à l'époque, sous l'impulsion de Cyril, mon entraîneur. Je peux dire qu'on arrivait à l'étranger avec une image de combattant français, avec une image d'artiste, de poète, de tout ce que tu veux, mais certainement pas une image de combattant. Et donc, on devait prouver à quel point nous, les Français, en fait, on était des irréductibles gaulois, à quel point on allait et leur casser la figure, tout simplement, leur montrer que oui, dans notre pays, on considérait que le sport était pas un sport, mais malgré ça, on était capable de trouver des ressources pour rivaliser avec les meilleures nations. Et on y est arrivé. On y est ouais. arrivé. Je me Ouais, parce souviens que qu'à l'époque, on allait en vous êtes, Angleterre, on balayait tout le monde. Et là, d'un seul coup, les Anglais qui, au début, nous avaient un petit peu chambré, nous payer des verres à boire pour nous mm, prouver à quel point ils nous respectaient, en fait. Et ça a toujours été comme ça. On entre dans l'octagone de l'UFC face à des Américains, face à des Brésiliens, face à des Canadiens qui, eux, ont des structures que nous, on ne pourrait même pas imaginer dans notre pays, pouvoir ouais, exact. s'entraîner. Moi, j'ai Bah, combattu au Japon aussi à une dizaine de reprises. Pareil, tu arrives dans un dojo tout neuf où le combattant, il arrive, il pose son sac. Personne ne s'occupe de nettoyer ça. Enfin, il s'occupe pas de nettoyer la salle. Il a des sponsors qui lui permettent de vivre très bien. Il pense qu'à s'entraîner. Alors que toi, dans ton petit pays, bah, tu fais comme tu peux, tu bricoles. Mais c'est comme ça a toujours été comme ça hein, en tant que combattant exact. français. Et je pense qu'on s'en est servi comme d'une force pour justement avoir les dents peut-être plus longues que les autres. Et voilà. D'ailleurs, je pense
la chose qui nourrit des gens comme Cyril ou d'autres, comme Cyril Gann ou d'autres combattants français qui performent à haut niveau aujourd'hui, le fait justement de faire face à cette adversité et de malgré tout y arriver. Ouais, parce que je me souviens que, à l'époque, vous étiez un des pionniers avec Cheikh. Quand Cheikh Congo, il arrive à l'UFC, c'est vraiment cette image-là, c'est qui il est, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière. Et le mec, Bah oui, et il a pourtant, dû regarde, c'est passer. un des combattants français, même un des combattants de l'UFC tout court, qui a eu une Bah, longévité oui, extraordinaire. oui, Il a fait, je énorme. crois, 16, 17 ou 20 combats même C'est à bah, l'UFC. c'est lui qui a décidé de partir, quoi. C'est lui, il avait les cartes en main, il a fait ce qu'il avait à faire, il a décidé Voilà, de partir, donc quoi. comme Il a quoi, une ligne. une Ouais, fois de plus, on est capable, nous les combattants français, de nous servir des difficultés que nous ont imposées les diverses instances de notre pays pour une force. Ouais. exact. Du coup, on va pouvoir passer à la question suivante, qui va déjà un peu plus parler de votre émission sur Mhm. l'équipe, sur l'UFC Classique. Si vous pouvez un peu nous expliquer en quoi ça consiste, si vous deviez vendre un peu si je puis dire, le produit. Le produit. Mhm. Bon, alors vendre le produit, c'est pas forcément nécessaire parce que je pense, j'ai toujours pensé moi que déjà à lui tout seul, le MMA était déjà un produit suffisamment vendeur. Alors oui, je vais te faire un petit résumé. Donc l'idée, c'est de faire découvrir au public de l'équipe, aux spectateurs de l'équipe, le MMA. Mais le MMA tel qu'il est en fait, tel que moi je le vois, tel que les gens le voient, les gens qui le connaissent le voient, et non pas tel que les clichés l'ont Ouais. véhiculé pendant très longtemps en France. C'est-à-dire leur montrer des athlètes emblématiques, une période emblématique aussi, et sous forme d'épisodes, certains combattants, certaines rivalités, certaines faces de notre sport que les gens n'ont pas forcément eu l'habitude de voir dans notre pays. Non, mais c'est Voilà. le concept en soi, je le trouve pas mal parce que Mm. quelqu'un qui est casual, qui connaît pas vraiment le sport, il arrive, il se dit où est-ce que je peux regarder. La chaîne, elle Mm. arrive, elle te propose ça en clair, avec des Ah, grosses têtes, des combats plutôt sérieux, et c'est pratique, je trouve. c'est ça l'idée, c'est que alors vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement pendant longtemps j'ai officié pour RMC Sport, d'abord combat, puis combat sport, puis CFR Sport, puis RMC Sport. Je commentais l'UFC en direct, l'Ultimate Fighting en direct, et là effectivement sur une chaîne à péage, sur un produit comme ça, on s'adressait à un public français qui était déjà averti, qui était déjà spécialisé et spécialiste dans la discipline. Là, l'exercice est différent sur l'équipe puisqu'on s'adresse aux fans d'arts martiaux plus généralistes, aux fans de sport tout court, j'ai envie de te dire. Et on s'adresse même aux curieux, tout simplement, qui Oui, passeraient devant la télé parce qu'ils ont laissé l'équipe tourner en boucle, qui ne sont pas forcément abonnés à une chaîne à péage et qui vont tomber sur l'UFC ou qui ont entendu parler de l'UFC et on s'adresse à un public vraiment très large, beaucoup plus vaste aussi bien à des gens qui rechercheraient des sensations fortes, comme à des gens qui rechercheraient des arts martiaux un peu plus modernes que ce qu'ils connaissent déjà dans les arts martiaux traditionnels. Oui, en ouais. plus, quand on avait fait l'annonce sur le compte, comme quoi il y avait une émission sur l'UFC un samedi soir à 20h45, d'ailleurs, sachant que les UFC étaient connus Gratuitement, en clair. gratuitement sur le canal 21 de la TNT, on le rappelle. Ouais. Il nous avait dit que c'était super de voir l'UFC en clair à ces heures-là, parce que l'UFC est connu, enfin, vu que c'est aux États-Unis, il y a du décalage horaire, on est Ouais. souvent obligé de rester jusqu'à des 4h, 5h, 6h du matin Bah, c'est une vraie devant la contrainte télé. hein, quand on est français. C'est vrai que les événements d'ampleur ayant toujours lieu aux USA, généralement à Vegas ou à New York, Ouais. forcément, quand on veut les voir en direct, on se tape un décalage horaire assez important et du coup, c'est parfois un frein. Ouais. Ou alors quand, par exemple, on a eu de la chance lors du Khabib Nurmagomedov contre Justin Gaethje, où Mhm. Dana White voulait faire plaisir aux Européens parce qu'il y avait une grosse fanbase derrière Khabib, là on a pu en profiter. Mais Mhm. sinon, ouais, donc les gens étaient super contents de voir de l'UFC en clair gratuitement, et aussi ça peut faire un rabattage de, comme vous l'avez dit, de plusieurs personnes qui passent par la télé, qui sont là, qui ont laissé tourner l'équipe et qui au final vont se prendre peut-être d'affection pour ce sport et ramener Alors moi, encore plus. je n'ai pas tellement, j'ai pas tellement le terme rabattage parce qu'il est assez, il est assez péjoratif. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, comme je te dis, moi, je suis plutôt dans une démarche d'évangélisation. Et donc, du coup, oui, ça peut complètement convaincre les curieux et les gens qui avaient un doute qu'effectivement, il y a d'autres intérêts à regarder du MMA que les simples clichés qu'on pouvait avoir
il y a quelques années. Exactement. On va pouvoir, si personne n'a quelque chose à rajouter, on va pouvoir passer à la troisième question. Ce sera un peu plus spécifique sur le combat. N'oubliez pas, un rendez-vous sur l'équipe tous les samedis soirs à 22h45 pour UFC Classique. Exactement, l'instant promo. Voilà. Et donc c'était pour savoir s'il y avait une différence en termes au niveau mental entre la. Donc on sait que vous avez fait du Muay Thai et du MMA du coup. Lorsqu'on rentre sur le ring, s'il y avait une différence, si la préparation était différente. Alors, moi, pour être complètement honnête avec toi, j'ai pas fait de compétition en Muay Thai. J'ai fait du Muay Thai, effectivement. J'ai fait beaucoup de compétitions en karaté, mais rapidement, mes premières compètes ont eu lieu en pancrace puis en MMA. D'accord. Donc, l'approche, bah, si tu veux, je peux te faire une différence enfin, je peux faire une différence entre les deux approches de compétition, entre le karaté et le MMA. Mais et qu'est-ce que je peux te dire si ce n'est que effectivement la sensation c'est pas la même lorsque tu rentres sur un tatami avec un kimono bien propre, bien repassé, bien blanc surtout, et que tu rentres dans une cage de MMA. On vient de t'enduire de vaseline et t'entends comment on ferme les clés derrière toi pour la première fois. C'est pas pareil, effectivement, c'est pas pareil. Après, j'ai envie de te dire, ça reste du combat, ça reste un enjeu de victoire. Il y en a qu'un qui gagnera, que ce soit au point, ou que ce soit par soumission, ou que ce soit par KO. Pareil, il faut construire sa victoire. Il faut construire sa victoire. Rien n'est fait avant d'entrer dans la cage. Ou le ring d'ailleurs. Ou le ring, exactement. Moussa, t'as quelque chose à rajouter ou... Ah non, je l'entends. Après, moi, ma question que j'ai, c'est surtout, est-ce que, genre, comme certains fighters peuvent le dire, il y a une forme de peur quand on entre dans la cage. Enfin, pas forcément la peur de l'adversaire, mais un certain stress de l'événement, la peur, parce que c'est différent de le faire en sparring, en Mais semi-pro et à haut niveau, genre. Quand on arrive évidemment, à l'UFC, c'est évidemment, différent. l'appréhension est complètement différente. Et d'ailleurs, ça, je n'ai cesse de le répéter avec certains de mes collègues ou aux gens qui pensent pouvoir se permettre de comparer ce qu'ils font à l'entraînement et ce qu'ils feraient dans le cadre d'une compétition. C'est strictement différent en termes d'appréhension, en termes de sensation. Ça n'a vraiment rien à voir. Combien de fois on a vu des champions de la salle, des mecs très très forts et très très performants à l'entraînement, perdre complètement leurs moyens lors d'une compétition, notamment lors de leur première compétition. Et combien de fois aussi, moi, j'ai pu observer le phénomène inverse aussi, qui est vrai, hein, des gens qui sont forts ou moyens ou même pas très très bons à la salle, lors d'une compétition, se transcender parce que d'un seul coup, ils sont dans une salle avec un vrai enjeu, avec un mec en face qui leur fera pas de cadeau, qui sera pas complaisant, des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont autour d'eux en train de le regarder, une caméra qui les filme. C'est vraiment différent. Il faut le vivre pour savoir ce que ça fait. D'accord. Ouais, c'est mentalement, il y a vraiment une différence. Il y a une vraie différence. Et comme je l'ai dit, hein, dans un sens comme dans l'autre, ça peut complètement inhiber quelqu'un, comme ça peut complètement le révéler. Ok, ouais, je comprends. Ensuite, on va pouvoir passer à l'autre question qui va porter sur l'UFC, parce qu'on sait que de 2002 à 2009, vous avez du coup fait 29 combats. Vous avez fait beaucoup de combats, et de cette série de combats, vous avez signé du coup en 2009 à l'UFC. Ouais. Et donc nous, on voulait savoir ce que c'était pour la première fois de se faire signer par la plus grande organisation de MMA. Bah, Si c'était. ça changeait un peu le mode de vie. Alors, le mode de vie en tant que tel, non, pas vraiment, parce que moi, je me considérais déjà comme un athlète professionnel, je faisais tout comme un professionnel. À l'époque, c'était mon métier, je vivais MMA, je dormais MMA, je mangeais MMA. C'était ce qui me permettait de gagner ma vie aussi. Effectivement, quand vous signez, surtout à l'époque, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, mais à l'époque, quand vous signez à l'UFC d'un seul coup, il y avait un gros écart de revenus qui intervenait. Ce qui changeait, c'était plus, j'ai envie de vous dire, c'était une étape en plus. C'était plutôt qu'un aboutissement, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. C'était une étape en plus. Une étape, voilà, c'était le fait de se dire, je voulais y arriver, j'y suis arrivé. Maintenant, il faut regarder la suite. Il faut passer à la suite. Et c'est vrai que tout ça, ça changeait quand même beaucoup de choses. Mais moi, en tout cas, dans ma construction personnelle, dans la construction de ma carrière, j'avais toujours eu pour objectif d'aller combattre à l'UFC, effectivement. Ok. Donc ça, quelque chose à rajouter ou... Non, c'est vraiment
une question qui m'intéresse aussi parce que bon, Mm. c'est vraiment différent quoi, quand tu arrives à l'UFC. À l'époque, surtout, les sponsors et tout, c'est vraiment. Il y a tout qui change, quoi. Ouais, non, mais enfin, il y a tout qui change. Il y a beaucoup de choses qui changent. Mais il y a un truc qui m'avait marqué, par exemple, c'est lorsque j'ai combattu donc, à Vegas, j'ai combattu au MGM Grand et un truc qui m'avait marqué, c'était que dans le couloir qui menait donc de ma loge, enfin du vestiaire, de ma loge qui était très souvent le vestiaire à la salle où se trouvait l'octagone, ouais, dans le couloir, il y avait des photos des personnes qui s'étaient produites dans le même endroit. Mm. Et tu avais la photo de Mike Tyson, tu avais la photo de Ouais. Céline Dion, tu avais la photo d'Elton John. En fait, tu avais des grands athlètes, des grands artistes. Et là, vraiment, tu disais, ah ouais, quand même, waouh. Ouais, J'ai eu beau combattre au Japon dans des grandes salles, au Deep, au Jungle Fight. Tu dis, ah ouais, quand même. c'est Tyson, il a combattu là, quoi. c'est un Donc, ouais, truc c'était. qui revient Pardon? souvent à Vegas. C'est un truc qui revient souvent à Vegas et le Madison Square Garden, c'est quelque chose sportivement. Ouais. C'est autre Et chose. après, oui, après, c'est vrai que Vegas, il faut reconnaître aussi, c'est une atmosphère très, très particulière quand même. C'est le Babylone des Américains. Ouais, c'est l'endroit où les gens, certaines personnes économisent pendant des mois entiers, et ensuite ils font tomber tous les freins, toutes les limites qu'ils pouvaient avoir en termes de comportement, on va dire. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose de spécial à vivre au moins une fois dans une vie, ouais, c'est clair. Bien. Et pour finir, la dernière question de cette interview, ça va être Mhm. sur les Français, nos cocoricots qui sont dans l'UFC. Donc Mhm. notamment, on pense évidemment à Cyril Gane. Si Oui. vous pouviez en toucher deux mots, un Mhm. peu ce que vous pensez de Cyril Gane. En plus, on enchaînera sur d'autres Bah, combattants. je peux te donner deux analyses ou deux témoignages, ce qu'on va en penser de Cyril. Un d'un point de vue sportif, en tant qu'athlète, et un d'un point de vue humain aussi, puisque je l'ai rencontré à Ok. plusieurs reprises. On n'est pas, on se fréquente pas régulièrement parce on n'a pas l'occasion de se croiser très souvent. Par contre, j'ai pu le rencontrer plusieurs fois et c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un de très sympa, de très gentil, donc d'un point de vue humain, très accessible, très simple en plus. Surtout quand on considère ce qui est en train de lui arriver, hein, la notoriété à laquelle il est en train d'accéder. Quelqu'un de très simple, qui a la tête sur les épaules, très très gentil. Et je trouve, je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite de sa carrière, d'aller le plus loin possible, d'accomplir tous ses objectifs, notamment celui d'être le champion de l'UFC. J'espère pour lui que ça se passera vraiment très bien. Voilà, c'est quelqu'un de très bien à qui je souhaite le meilleur. Et maintenant, d'un point de vue sportif, euh, je trouve que c'est quelqu'un qui progresse très très vite, Mm. qui n'a pas commencé les arts martiaux il y a très très longtemps finalement, et Mm. être au niveau où il est, c'est assez exceptionnel. Euh, il a présenté peut-être certaines lacunes entre guillemets qui comble assez rapidement. Techniquement, pour un poids lourd, il est très très fort, très agréable à regarder. Là où je trouvais peut-être ses lacunes à l'époque, c'est on peut peut-être reprocher un manque de punch par rapport à d'autres gros frappeurs de la catégorie. Exact. Et ça, il est en train de le compenser progressivement ses grosses qualités techniques, sa construction stratégique, sa vision du combat. Il a l'air aussi très calme, très lucide quand il combat, ce qui est très bien. Et donc du coup, le son punch commence aussi à progresser, puisqu'on continue, hein, il continue à progresser. Donc, Ouais, voilà. Donc, je pense que c'est quelqu'un vraiment très prometteur et je lui souhaite de continuer à gravir des échelons progressivement, de prendre son temps comme il le fait, d'y aller pas à pas. personnellement, moi, je trouve que son skill set, il est incroyable parce que pour un poids lourd, arriver à bouger comme ça, à frapper aussi bien, Mais bien et, sûr, bien et sûr. surtout, c'est son approche stratégique. Genre, il fera pas d'erreur. C'est le genre de fighter bon, je vais pas le comparer à John Jones, mais c'est quelqu'un, quand il est dans la cage, tu sais qu'il va pas faire d'erreur. Non, mais C'est c'est un autre style. Tu vois, John Jones, c'est un mec qui est naturellement doué. Tu as l'impression, exact. un peu Anderson Silva, tu as l'impression que le gars, il va, je sais pas, un truc qui passe par la tête, il va le faire, ça va réussir. En plus imprévisible. Alors que Cyril, il est beaucoup plus réfléchi, beaucoup Ouais. plus calculé. C'est Et c'est vraiment des ça fondamentaux, marche ça, en parce que fait. Ouais, justement, ça a été répété, ça a été préparé, ça a été travaillé. Il le fait exact. sans erreur, il le fait au bon moment. Il écoute les consignes, il fait pas le con, entre Ouais. guillemets. Et puis, il fait pas des trucs farfelus. Puis voilà, En ça marche très face, bien. c'est Donc, surtout, non, c'est un mec très lucide. C'est une de ses grandes il, qualités, je pense. il fait des gammes tout le temps, tu le vois faire ses combos. Il n'y a pas d'erreur, c'est fluide. Il va pas Ouais. trop s'étendre, il va pas risquer un C'est un bon KO. élève, Il sait vraiment ce qu'il fait. Ouais. un excellent Vraiment, élève. Mm. il sait vraiment ce qu'il fait. Ouais.
Ah, Ensuite, on peut passer sur, du coup, comme on en parlait en off avec Francis Ngannou, qui a fait ses Mhm. classes en France, Oui. un des heavyweights les plus reconnus au monde maintenant. C'est quelqu'un qui fait peur quand même, Francis. C'est de là où il sort sa notoriété. C'est un. Bah, effectivement, ça fait partie de ses grandes qualités. Bah, Francis, une de ses premières qualités que personne ne pourra contester, et sa puissance. Ah oui. Sa puissance phénoménale, extraordinaire, et sa puissance naturelle même. Hein. Ça, le pire, c'est que ça a l'air tellement simple pour lui. ouais. Il y a des gens comme ça. Il fait penser à un de mes anciens coéquipiers, Grégory Baben, un grand pote à moi, des mecs comme ça, c'est des punchers. Naturellement, comme ça, sans le vouloir, ils vont envoyer un coup de poing, il y aura tout le poids du corps derrière. Ça va, tu vois, sans faire exprès, il frappe fort. Tu vois. C'est Ah, déjà naturellement. Donc il y a après, ça. Il y a ensuite, comme tu le disais, hein, cette appréhension qu'il suscite hmm, vis-à-vis de ses adversaires et futurs adversaires, parce que les mecs, ils ont vu que le gars, il distribue les KO. Il va t'effleurer du petit doigt d'un seul coup. Ça va commencer à danser le coupé décalé. Tu vas te tuer. C'est ça, Francis. Il y a ça. Et donc, du coup, forcément, fort de ces qualités-là, il a peur de rien. Il a une assurance, une confiance en lui qui est inébranlable. Donc, il y a ça aussi, du coup, dans une catégorie où quand même les mecs, ça frappe fort, hein, et où, pour un coup, n'importe qui peut tomber. Donc, il a une grosse confiance en lui. Et puis, qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre comme qualité? Il progresse vite aussi. Il a peut-être un peu, contrairement à Cyril, il a peut-être un peu plus tendance parfois, et ce qu'on a pu lui reprocher notamment sur certaines défaites, à se reposer sur certains acquis et à hmm, moins se remettre en question dans certains domaines. Je pense notamment au jiu-jitsu brésilien. ouais. On l'a vu faire des progrès en lutte, en tout cas constater. On a pu constater des progrès sur certains combats en lutte, notamment en défense de lutte. Mais c'est vrai qu'on le voit moins, par exemple, tenter d'être offensif en JJB. Alors, il a moins, j'ai envie de te dire, il a moins l'occasion aussi de se retrouver dans les situations du JJB. Hein. Ouais, c'est Généralement, sûr. quand son adversaire est à terre, c'est qu'il est KO. Donc, comme ça, à la limite, s'il a moins besoin, c'est mieux. Mais c'est vrai que peut-être que là-dedans, on pourrait peut-être penser qu'il y a une marge de progression. Il reste encore il lui reste des progrès à faire peut-être là-dedans, pourquoi pas. Mais bon, voilà, ses qualités sont essentiellement là, ouais. Son punch et puis son ascendant psychologique sur ses adversaires. Et si t'avais un Ah, petit prono à nous donner pour son combat contre Stipe qui arrive dans 2 semaines. C'est délicat, hein, c'est délicat. J'ai envie de te dire, j'ai envie, comme beaucoup de gens, j'aimerais bien qu'il gagne. J'aimerais Ah bien oui, qu'il c'est gagne. sûr. J'aimerais bien qu'il gagne pour plein de raisons, parce que déjà, je pense qu'il a les qualités pour gagner. Parce qu'ensuite, il a une histoire fantastique. Ça mettrait un beau point final, ou en tout cas, ça sera une belle apothéose, un feu d'artifice à son histoire personnelle. Ensuite, pour être complètement pragmatique, je pense qu'il a peut-être effectivement les moyens de gagner cette fois-là, parce que Stipe, il a un style, Stipe Miocic, il a un style efficace, un style qui suffit, mais un style en même temps qui n'est pas non plus un style entre guillemets limité, quoi. Il sait faire le nécessaire, mais j'ai envie de te dire le strict nécessaire pour gagner. Donc là où Francis il a certaines qualités qui sont hors des normes, et donc du coup ouais, il pourrait très bien mettre Stipe KO à un moment donné. Cette fois il faudra qu'il soit vigilant, ne pas faire comme il a voulu faire lors du premier combat, c'est-à-dire être gourmand tout de suite, d'entrée de jeu vouloir tout de suite gagner trop vite et du tout cramer ses batteries trop tôt, et ensuite se retrouver à rouler sur la réserve pendant 4 rounds. Là, il va falloir qu'il soit patient, qu'il combatte un petit peu avec l'intelligence d'un Cyril Gann, et qu'il construise sa victoire, tout simplement. Et pourquoi pas saisir à un moment donné l'opportunité, comme il le fait si bien quand ça arrive, comme face à un Overeem, où d'un seul coup, il l'envoie sur la lune avec le Ouais, d'Obélix. Là, ça pourrait très bien arriver, ouais, lors de ce combat-là. Ouais. ok. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Moussa, pour une dernière question ou un non, dernier mot? non, du tout. Après, pour les fighters français, on a eu certains qui sont passés à l'UFC. Par exemple, Tom Duquesnoy, qui a Oui, arrêté sur blessure. ouais. Ah, Et c'était vraiment dommage. C'était pas tellement sur blessure qu'il a arrêté. J'ai rencontré Tom aussi. Mhm. Pareil, c'est quelqu'un que je trouve très bien, très sympa. Après, j'ai envie de te dire, la fin de sa carrière m'a un peu déçu, et je pense qu'il le sait. On n'a pas parlé, mais je Ouais. pense qu'il le sait.
La fin de sa carrière m'a un petit peu déçu et ensuite je me suis un peu inquiété pour lui. Pourquoi il m'a déçu? Parce qu'il s'est arrêté brutalement. D'un seul coup, on sentait déjà qu'il commençait à perdre l'envie, à perdre la flamme. En arrivant à l'UFC, il perdait la flamme et la vista qui l'avait guidé pendant toutes ces années, qui piétinait ses adversaires. Ouais, Là, parce c'est que comme si, je sais pas, c'est comme s'il était arrivé. Il était arrivé. Voilà, il est arrivé à son objectif et puis il y avait moins d'envie. parce Et que du coup, la fin de sa carrière, ça a été ça, un autre boudin. Beaucoup est arrêté. parce que Alors qu'on pensait, enfin, je pensais qu'il avait un très gros potentiel, même le potentiel d'aller prendre une ceinture, malgré qu'il soit dans une catégorie très, 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 très relevée. non, mais Ouais, c'était ça, je un suis peu une d'accord. déception. Ouais. Je suis d'accord. Après, vu que ça parlait beaucoup de ces problèmes de côte récurrents, De côte? oui, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il s'était blessé aux côtes ou autre part. Enfin, Oui, c'était oui, récurrent. oui. Oui, Mais après, moi, j'ai pas tellement entendu parler de ça, mais bon, après, c'est des choses qui lui appartiennent. et- Il y a peut-être ça. Est-ce que c'est vraiment ça? J'en sais rien. Moi, je pense que le vrai problème, et une fois de plus, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans sa vie perso, donc je saurais pas vraiment vous dire. Il y a que lui qui saura vous dire. Je pense que le vrai problème, à mon avis, était plus au niveau psychologique, mental, en termes de motivation. ouais. Ouais, parce que À ce niveau-là. les capacités, il les avait dans la cage. C'était Ah, mais quand il était complètement. sérieux, c'était quelque chose. Non, mais Ça puis aurait même, pu. c'est un mec qu'on le voyait dans ses anciens combats, c'était un gars qui arrivait et c'était un loup à gueule ouverte, quoi. Il allait bouffer le mec d'en face. Et les combats qu'il faisait à l'UFC, c'était plus les mêmes. C'était plus les mêmes. Alors que le type d'adversaire n'était pas tellement différent, Bon, qualité d'adversaire n'était pas forcément différente, mais c'était plus le même Tom. C'était plus la même faim, c'était plus la même envie. ok, merci. Je pense que nous avons eu les réponses à nos questions. Mm. Xavier, en tout cas, un grand merci à vous. On le rappelle, hein, Écoute, de rien, les avec grand plaisir. UFC classique tous les samedis soirs 22h45. L'équipe chaîne 21 de la TNT à ne pas manquer. En clair, En après, c'est clair et gratuit. En clair, gratuitement. gratuitement, chez C'est vous. Il suffit de exactement prendre ça. la télécommande et d'appuyer sur 21. Pas besoin Ouais. de payer. Exactement. Les samedis soirs à 22h45 Et puis pour surtout, en attendre. plus, l'avantage aussi de notre émission, c'est que c'est un best. Et oui, donc vous ne verrez que des bons moments, que des grands Oui, moments. Il n'y aura pas de ouais. combat moyen. Et ça, c'est Non, une bonne chose. si vous voulez attendre l'événement généralement du samedi soir de l'UFC, c'est un très bon moyen de se mettre en jambe Ouais, pour c'est un apéro. Ouais. exactement. Notamment celui-là qui va arriver juste avant le combat de Francis Ngannou. Son title shot, son combat pour la ceinture. Juste avant, là, on a un beau récap de son parcours avec des belles images que les gens ont aimé voir. Je vous conseille vraiment de vous joindre à nous. Ouais. Ce sera, de toute façon, ce sera notifié sur notre compte Twitter. On fera la pub. Mais du coup, un grand merci à vous. Je pense qu'on on en a fini pour cette interview. Et puis, bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous et puis bonne soirée. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.